Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous, l'invité de la semaine qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean Varaldi, qui est directeur général de Qualcomm France. Jean Varaldi, bonjour. Bonjour. Alors, vous savez, on commence toujours cet entretien par une actualité, votre actualité à vous, de la semaine passée ou, je dirais, des semaines récentes. Quel est l'élément qui a retenu votre attention? Alors l'actualité en ce moment et depuis des mois est bien sûr très largement occupée par ce problème de pandémie. Et je crois que ça fait un peu abstraction de beaucoup d'autres actualités. L'autre actualité, elle est plus sur des faits de société qui n'est pas forcément non plus très pertinent pour évoquer dans ce type d'entretien. Mais donc, plus généralement, donc je voudrais effectivement parler de cet aspect pandémie et surtout d'évoquer à quel point toute l'industrie IT a permis ou permet au jour d'aujourd'hui à la société de continuer à avancer. Souvent, je me pose la question, mais comment la société aurait pu continuer à avancer si cette pandémie était arrivée il y a 10 ans ou il y a 15 ans? Il y a 10 ans, il était hors de question de pouvoir se connecter à son entreprise à distance. Toutes les notions de conférences téléphoniques et autres étaient bien moins développées qu'aujourd'hui. Alors en un an, on a fait un saut énorme pour avancer dans ce domaine-là et pour dématérialiser finalement le lieu de travail. Alors il y a des industries pour lesquelles évidemment c'est très compliqué et ça ne peut pas s'appliquer, mais Dieu merci, il y a une très grande partie de l'activité économique qui peut continuer à perdurer malgré cette situation. Et donc ça réconforte finalement tous les acteurs de l'IT qui ont pu travailler pendant ces 20 dernières années et qui aujourd'hui on doit remercier tous ces gens. Alors bien sûr les soignants en premier lieu, mais les acteurs de l'IT devraient être aussi remerciés pour tous les efforts qui ont pu être menés depuis 20 ans donc et qui nous permet aujourd'hui à la société d'avancer. Alors, vous, Qualcomm, en tant qu'entreprise, je dirais comment vous êtes organisé depuis le début de cette épidémie, et puis comment vous voyez l'avenir, c'est-à-dire que est-ce que vous pensez que 2021 marquera l'arrêt on commence à voir le bout du tunnel, ou est-ce que vous vous engagez, je dirais, dans une nouvelle organisation pour une période plus longue? Alors, Qualcomm a appliqué des règles très strictes dès le début de la pandémie. Donc, dès le printemps de l'année dernière, la devise a été d'être en télétravail au maximum. La très grande majorité des employés de Qualcomm sont en télétravail, donc depuis chez eux, depuis le printemps. Pour votre information, on est en télétravail au moins jusqu'au mois de juillet 2021. À titre personnel, je ne suis pas retourné au bureau depuis le mois de juin. Donc il y a des directives très très claires de la société pour maximiser le travail à distance. Et donc chaque employé de Qualcomm est à un différent niveau d'autorisation pour aller à son bureau ou pas. Les gens qui ont besoin d'aller dans les labos, d'utiliser des équipements de test, eux sont bien sûr autorisés à y aller. Tous les gens qui sont ensuite qui travaillent essentiellement sur leur PC, on va dire, eh bien tous ces gens-là n'ont pas de lieu d'aller au travail. Donc ça, c'est d'un point de vue, on va dire, géographique et d'un point de vue présentiel sur les locaux. Après, il y a un accompagnement très fort, on va dire, des ressources humaines par rapport à ce nouveau mode de fonctionnement. Il y a énormément de communication, alors toujours en vidéo, mais il y a énormément de communication. Donc je dirais que d'une certaine façon, cette pandémie a développé encore plus la communication interne à la société, de façon bien sûr virtuelle, mais la société est très très prudente par rapport donc à réunir les employés. Au jour d'aujourd'hui, on n'a eu aucun retard sur nos développements. Donc tous les développements
ont rejoint leur famille initiale, et la productivité n'a baissé en aucune façon. Donc c'est quelque chose dont la société est très fière. Encore un coup, notre activité s'y prête beaucoup plus que d'autres, mais ça restait quand même un challenge. Très bien. Alors, on va parler de l'actualité de Qualcomm, bien sûr. Il y a deux points que je voulais aborder avec vous. Le premier, c'est l'annonce du Snapdragon X65. Donc, c'est la 4e génération des équipements 5G chez vous, donc qui permet d'atteindre 10 gigabits, je crois, par seconde. Est-ce que c'est juste, je dirais, une amélioration de l'existant, ou est-ce que c'est plus que ça, et quand est-ce que ces processeurs pourront équiper les smartphones? Alors effectivement, l'annonce X65 qui a été faite très récemment est notre 4e génération de solutions 4G, de solutions 5G, pardon. 4e génération, effectivement, on a lancé la 5G en France il y a quelques mois. On en est pour autant à notre 4e génération de solutions 5G à Qualcomm. On est sur des cycles qui sont annuels. Quand on parle de solutions 4G ou 5G désormais. Donc ça veut dire que notre première solution commerciale 5G a déjà 4 ans. Et en fait, d'une génération à une autre, on rajoute effectivement un certain nombre de fonctionnalités, mais surtout on optimise toute la plateforme. Alors qu'est-ce que ça veut dire optimiser toute la plateforme? Ça veut dire en fait optimiser sa consommation. Donc on a une consommation qui est très nettement réduite. C'est optimiser l'architecture pour optimiser aussi son coût. Donc vous savez que dans le domaine du semi-conducteur, le coût des plateformes est lié en fait à la surface en millimètres carrés de silicium. Et donc quand on fait un nouveau design, on optimise toujours le design pour en réduire sa complexité et donc de façon inhérente donc son coût. Donc et bien sûr on en profite aussi pour rajouter des fonctionnalités. Donc c'est vraiment 3 choses: une optimisation en termes de consommation pour la réduire au maximum, une optimisation en termes de design pour réduire son coût, et bien sûr rajouter les dernières fonctionnalités qui permettent effectivement d'annoncer aujourd'hui jusqu'à 10 gigabits par seconde sur cette génération. Et alors quand est-ce que ces processeurs équiperont les smartphones? Alors ces premiers processeurs sont déjà fournis auprès de nos clients pour leur design, et on attend ces solutions dans des produits de nos clients qui arriveront sur le marché en fin d'année, début d'année prochaine. Très bien. Alors l'autre point d'actualité que je voulais aborder avec vous, il est tout récent, puisque vous avez inauguré un centre de R&D à Lannion. C'est ce que vous aviez annoncé déjà il y a plusieurs mois. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama de où vous êtes présent en France? Alors je sais que vous êtes aussi associé à Antipolis, mais où vous êtes, combien vous êtes et comment vous êtes organisé? Alors en fait, Qualcomm est présent en France depuis presque 20 ans. En fait, nos premiers bureaux en Europe ont été ouverts en France et dans la région du sud de la France. On avait ouvert un bureau tout à côté des bureaux de Lexi, donc près de Sophia Antipolis. On a un gros bureau de R&D, on a plusieurs bureaux de R&D en France. On en a un à Sophia Antipolis, effectivement. Donc c'est une activité autour de la partie ce qu'on appelle radiofréquence. Donc c'est des experts dans le domaine de la radio. Ce sont des gens qui ont rejoint Qualcomm après une acquisition. On a aussi un bureau à Guyancourt, aussi des gens qui sont dans le domaine du design de composants. On a un certain nombre de personnes qui travaillent depuis chez eux. Enfin, c'est des gens qui font partie de groupes plus européens, mais qui travaillent depuis chez eux en France. Donc, on a une dizaine de personnes qui font du télétravail depuis des années, pas depuis la pandémie, mais depuis des années, et qui sont intégrés dans des groupes européens. Et puis donc on a fait cette annonce récente d'un centre de R&D qui sera donc réparti entre la région parisienne et puis Lannion.
Donc ce centre de R&D, il va grossir bien sûr, et il est alors ce qu'on appelle la R&D à Qualcomm, ce sont des activités très en amont. Donc ce sont des gens qui vont travailler sur les releases 5G qui seront, on va dire, qui se concrétiseront dans les années 2023, 2024. Ce sont des gens qui vont travailler à l'horizon de la 6G. Donc ce sont vraiment des gens qui vont travailler sur des activités amont à nos développements produits. Très bien. Quand on s'est vu la dernière fois, c'était en avril 2019, donc ça fait un peu plus d'un an et demi. Et évidemment, on commençait à parler on commençait pas, on parlait de la 5G. Il y avait les premiers déploiements dans les pays. Un an et demi après, quel jugement vous portez sur la situation actuelle, en particulier en France? Je vous rappelle que Orange a inauguré des Orange 5G Lab la semaine dernière ou la semaine d'avant pour développer les usages. Donc, quel jugement vous portez sur la situation actuelle en France? Est-ce que vous pensez que finalement on est un peu en retard, ou au contraire on tient tout à fait la concurrence avec les pays étrangers? Et puis vous aviez aussi parlé de pas seulement la 5G comme l'utilisation à laquelle on pense avec les smartphones, mais pour tout un tas d'applications. Est-ce que ça s'est révélé comme vous l'aviez présenté? Alors effectivement, en l'espace d'un an et demi, la 5G a eu un développement excessivement rapide au niveau mondial. Vous savez, on dit que la 4G se déploie à une vitesse 2 fois plus rapide que ce qui a pu être le cas en 4G. C'est-à-dire que en 4G, il a fallu un an pour qu'il y ait 5 opérateurs qui déploient des services commerciaux, 2 ans pour qu'il y en ait 20, je crois. Et avec la 5G, les choses se sont été beaucoup plus rapides. En l'espace de 2 ans, on était à plus de 25 opérateurs qui avaient déjà déployé des services commerciaux. Et aujourd'hui, on est à plus de 80 opérateurs dans le monde qui ont lancé leurs services commerciaux, et les projections montrent que la majorité ou l'ensemble des opérateurs vont activer la 5G, si ce n'est pas le cas, en 2021. Donc la 5G le développement de la 5G à l'échelle mondiale est beaucoup plus rapide que ce qu'on a pu connaître en 4G, qui elle-même était déjà plus rapide que la 3G. Donc de ce côté-là, aucun doute possible. En France, alors effectivement, l'allocation du spectre pour la 5G a été assez tardive en France, puisque la France a alloué son spectre courant 2020, alors que d'autres pays en Europe l'avaient plutôt alloué courant 2019. Donc les lancements commerciaux en France ont eu lieu donc au mois de novembre-décembre de l'année dernière. L'excellente nouvelle, c'est que les opérateurs français s'appuient sur les dernières technologies. On n'a pas fait en France fin 2020 ce que les autres opérateurs avaient fait en Europe en 2019. On a développé en France l'état de l'art de la 5G. Je disais tout à l'heure que les développements de la 5G sont sur une base annuelle, sur des cycles annuels. On a déployé en France fin 2020 l'état de l'art de la 5G. Donc à ce jour, la France est à la même niveau de déploiement que l'Angleterre, l'Espagne ou l'Italie. En Europe, l'Allemagne est très avancée. L'Allemagne a beaucoup travaillé, a beaucoup développé, mais la France est au même niveau que les autres pays européens que j'ai cités à l'instant. Et alors, dans le développement des applications, est-ce qu'il y a ce foisonnement que vous aviez évoqué il y a un an et demi dans tout un tas de domaines? Alors, dans l'industrie du mobile, on est, comme je disais une nouvelle fois, on est dans un cycle annuel. C'est-à-dire que chaque année, il y a des innovations qui sont apportées. Donc, quand on regarde notre industrie au niveau annuel, on a l'impression que d'une année à l'autre, il y a une évolution, pas une révolution. Quand on regarde avec un peu plus de recul, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on se rend compte que finalement, ces évolutions incrémentales d'années font que cumulées sur 3, 4, 5 ans, on assiste à de vraies révolutions. Le smartphone que vous avez dans les mains n'a rien à voir avec le smartphone que vous aviez il y a 5 ans et encore moins qu'il y a 10 ans. Donc la 5G, on est vraiment au tout début de la 5G et je peux vous confirmer qu'il y a énormément d'activités, énormément de sociétés qui vont s'appuyer sur la 5G. Donc on dit souvent que la 3G, la 4G a permis
et c'est aussi appuyé en même temps sur le développement d'Internet et donc c'était l'Internet en situation de mobilité. On a une vision que la 5G va aller de pair avec toutes les activités d'intelligence artificielle. Et quand on va cumuler les deux ingrédients, les deux évolutions fondamentales qui sont donc la 5G avec l'intelligence artificielle, on va arriver à des situations et des nouveaux services qui restent à inventer, qui restent à connaître, mais sur lesquels on sent une activité énorme et une véritable révolution. Alors après, en termes de devices, on a aussi d'autres devices qui vont arriver. Il y a tout ce qui concerne la réalité augmentée. Et on voit bien que cumuler intelligence artificielle, réalité augmentée, avec les caractéristiques de la 5G, on voit très bien, où on a le sentiment, sans pouvoir le caractériser, d'une véritable révolution. Alors, un coup, elle ne va pas se produire en une nuit, elle ne va pas se reproduire en une semaine ou en un mois, ni même en un an. Mais quand on va regarder avec une échelle de temps de 3 ans, 4 ans, 5 ans, on va voir des évolutions fondamentales. Donc finalement, vous pensez que maintenant on a toutes les briques de base, toutes les technologies nécessaires pour développer ces applications, et il reste plus qu'à trouver à la fois la créativité pour développer ces nouvelles applications, et l'initiative de Orange avec la création de ces Orange 5 Lab est tout à fait opportune. Alors absolument, on a déjà un échantillon des fonctionnalités que permet la 5G. Mais on va continuer à travailler, bien sûr, à augmenter et à ajouter d'autres fonctionnalités que la 5G pourra apporter, et toujours sur une base et un rythme annuel. Donc on aura une génération dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, apportant de nouvelles fonctionnalités 5G, et les acteurs qui pourront utiliser toutes ces fonctionnalités vont au fur et à mesure, évidemment, s'accaparer ces fonctionnalités, ces caractéristiques, ces performances pour les exploiter au mieux et en faire ce qu'on va découvrir dans les années à venir. Très bien. Alors, on sait que Qualcomm est un spécialiste de tout ce qui est processeur pour la mobilité, et il y a une nouvelle catégorie d'appareils qui apparaît, enfin qui est apparue déjà depuis un moment, mais qui maintenant s'est imposée. Ce sont ce qu'on appelle les PC connectés. Donc il y a les Chromebooks qui en 2020 ont représenté 10% du chiffre d'affaires de vente des PC, et puis il y a les machines Windows 10X qui vont arriver, et finalement ces appareils ils sont un peu entre les deux, c'est-à-dire que ce sont à la fois des mobiles et des PC, où c'est le en même temps, si je puis dire. Donc pour vous c'est un nouveau marché qui s'ouvre et qui attire, je suppose, un intérêt particulier. Alors absolument. Et en fait, c'est les évolutions des technologies pour les mobiles qui ont permis aujourd'hui effectivement d'adresser le marché des PC. Donc dans les mobiles, il y a eu deux grandes évolutions majeures, qui est d'une part des éléments de connectivité toujours plus riches, on parle de 4G, de 5G, on parle de Wi-Fi de plus en plus performant et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des briques technologiques de connectivité que l'on a développées au fil des ans. Et l'autre domaine sur lequel il y a eu énormément d'évolution aussi dans le domaine des smartphones, c'est sur la partie CPU, la partie puissance de calcul, la partie performance de la plateforme. Et là aussi, il y a eu énormément d'évolution en l'espace de 10 ans. Ces deux éléments combinés ont fait que Qualcomm a dit, mais finalement, toutes ces briques technologiques, aujourd'hui, elles sont pertinentes pour adresser le marché dit du PC. Dès 2016, Qualcomm et Microsoft avaient annoncé le portage de Windows 10 sur des processeurs Qualcomm, des processeurs donc dits du monde du mobile. Et puis il y a eu une première génération, deuxième génération, troisième génération, des premiers produits qui sont sortis sur le marché d'un certain nombre de constructeurs PC. Et on a aujourd'hui un certain nombre de produits qui sont donc des PC tels que vous les connaissez, des PC sur lesquels Windows tourne ou Chrome va tourner, qui tournent sur des processeurs issus du monde mobile. Alors il se trouve qu'ils sont effectivement en plus connectés. C'est d'autant plus important que
le PC est aujourd'hui utilisé de façon totalement différente qu'il ne l'était il y a quelques années encore. Aujourd'hui, le PC est avant tout un outil finalement de communication. Aujourd'hui, le PC est utilisé dans le monde du travail, mais essentiellement en fait finalement comme un outil de communication. Et la situation des derniers mois le montre. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, le message de Qualcomm comme quoi les plateformes mobiles sont particulièrement pertinentes pour adresser le marché du PC. Ce message, on le passe depuis 2016. Il a été renforcé et accéléré par les annonces d'Apple même, qui ont annoncé aussi utiliser leur plateforme mobile pour adresser les besoins de leurs propres produits. Donc il y a une véritable évolution de l'industrie PC pour adopter des technologies, des plateformes issues du monde mobile. Pourquoi ? Parce que les caractéristiques du monde mobile qui nécessitent beaucoup de puissance, de calcul de puissance avec une consommation la plus faible, elles sont complètement pertinentes pour le marché du PC également. Très bien. Alors, il y a encore deux points que je voulais évoquer avec vous. Le premier concerne directement Qualcomm. Il s'agit du rachat que vous avez fait il y a quelques semaines de la société Nuvia. Donc, c'est une start-up pour 1,4 milliard, donc c'est quand même pas négligeable. Finalement, qu'est-ce qui vous a motivé pour ce rachat d'entreprise ? Parce qu'on dit que c'est une société qui a été créée en 2019, je crois. Donc, 1,4 milliard pour une société aussi jeune, c'est quand même assez surprenant, mais qui était constitué de gens extrêmement pointus. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé pour ce rachat ? Alors, la motivation première, évidemment, c'est que c'est une société dont les membres fondateurs sont des gens qui sont très reconnus dans l'industrie du design des processeurs. Donc, on a souhaité renforcer les équipes de Qualcomm sur la partie design de processeurs. Je disais tout à l'heure que le monde du PC a besoin toujours de performances supérieures, mais au-delà du PC, c'est vrai aussi pour les smartphones, c'est vrai aussi pour le secteur automobile, c'est vrai pour tous les domaines. En fait, l'évolution des processeurs vers des solutions toujours plus performantes avec une consommation toujours la plus optimisée possible, c'est quelque chose qui doit servir non seulement notre activité autour des smartphones, mais en fait toutes les activités de Qualcomm vont bénéficier de cette expertise accrue grâce à cette acquisition. Donc ça, c'est vraiment une acquisition qui va être transverse sur l'ensemble de nos activités. Ok. Alors le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est on a fait un bilan un peu de l'industrie des semi-conducteurs en 2020 et on a vu quand même qu'il s'était passé beaucoup de choses. En particulier, il y a eu le rachat de ARM par Nvidia, qui avait déjà racheté précédemment Mellanox et puis Cumulus Networks. Donc Nvidia s'impose comme un acteur, je dirais, de poids. Il y a eu AMD qui a racheté Xilinx. De son côté, Intel s'est délesté de son activité mémoire flash. Donc une recomposition assez importante en 2020 qui, et ça c'est la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'elle est motivée par des raisons industrielles ou est-ce que c'est finalement l'évolution des technologies avec des tendances que vous pouvez esquisser pour nous qui est à la base de cette restructuration de l'industrie du semi-conducteur? Alors, effectivement, l'industrie du semi-conducteur, elle est en perpétuelle consolidation. Donc, effectivement, et la raison principale est que les efforts de R&D sont toujours plus conséquents. On évoque souvent à Qualcomm que notre R&D cumulé sur les 20 dernières années dépasse les 60 milliards. Et évidemment, avec une accélération au fil du temps. Donc ça, il y a forcément une consolidation. L'autre raison, et c'est la base de la stratégie de Qualcomm, c'est qu'en ayant développé toutes les technologies pour le besoin spécifique des smartphones, on a pu adresser un certain nombre d'autres domaines. Et Qualcomm a engagé depuis plusieurs années désormais un véritable travail de diversification, mais une diversification qui s'appuie sur les compétences et sur les technologies développées pour l'industrie première qui était notre industrie des smartphones. On dit souvent pour s'amuser qu'une automobile c'est un smartphone avec des roulettes.
Mais plus sérieusement, effectivement, l'automobile est devenu un outil d'électronique de plus en plus important. Toutes les briques technologiques développées dans les smartphones, autour de la caméra, autour de l'intelligence artificielle, autour de ces éléments de connectivité, toutes ces briques technologiques, elles ont vocation à se retrouver dans une voiture. Toutes les briques technologiques d'un smartphone, en termes de CPU, en termes de connectivité, en termes de multimédia, sont appelées à se retrouver dans les PC, on vient de l'évoquer, et dans d'autres domaines comme ça. Donc la R&D qui demande toujours des investissements supérieurs et plus importants, en fait, elle peut être amortie, et elle est forcément amortie sur des domaines d'activité qui sont plus larges. Et donc forcément, il y a une consolidation, une agrégation des acteurs qui a une course à être effectivement toujours un acteur avec un marché le plus large possible pour pouvoir amortir ces travaux de R&D. Très bien. En tout cas, si je comprends bien, le mouvement qu'on a observé en 2020 ne va pas se ralentir et au contraire, il va sans doute avoir tendance à s'accélérer. En tout cas, Jean Varaldi, merci beaucoup pour cet entretien. Je vous remercie.